Rebonjour à toutes et à tous qui étaient avec nous lors du premier webinaire avec Sophie. Bienvenue aux autres qui nous rejoignent à 11 heures pour celui de Steve. On va attendre une petite minute ou deux pour laisser le temps à tout le monde de bien se connecter et ensuite on démarrera cette conférence. Bonjour à tout le monde. Salut Romain. Salut Steve. Bon, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions sur les activités sociales et culturelles, c'est le moment de les poser. Donc sur la partie méthodique de la conférence, n'hésitez pas à poser toutes vos questions que vous souhaitez, qu'on a réussi à y répondre ou pas en direct. On fera comme d'habitude un petit document récap qui reprendra l'ensemble de vos questions, donc qu'elles soient personnelles ou pour l'ensemble des participants. Ne vous limitez pas et ne vous filtrez pas dans les questions que vous pouvez poser. Ça pourrait servir à vous et aussi bien à d'autres. Passez de préférence par l'onglet questions qui va nous permettre d'être un petit peu plus organisé et de pas louper vos questions en direct. Et puis voilà. N'hésitez pas aussi à vous page LinkedIn pour pouvoir avoir un suivi aussi de toute l'activité CSE, mais aussi des replays qu'on pourra vous transmettre. Ils seront bien évidemment aussi envoyés par email dès la fin du webinaire. Vous pourrez avoir accès au replay de ce webinaire. Pour rappel sur le programme de la journée, donc on avait démarré avec Sophie à 9h30 sur les dernières mises à jour du droit du travail et le rôle du CSE dans ce contexte de reprise progressive. Là, on passe du coup avec Steve où on va vous présenter les bonnes pratiques et les enjeux limites des activités sociales et culturelles. Et on finira à 14h cet après-midi avec Grégoire pour vous accompagner dans la gestion de vos chèques TNCV et vous permettre d'optimiser cette gestion, notamment pendant cette période où j'imagine que beaucoup d'entre vous sont en télétravail. Donc, je vous propose qu'on commence la petite introduction habituelle, mais elle est toujours importante pour ceux qui nous rejoignent. Donc, je vous remercie d'avoir répondu présent à notre invitation pour cette nouvelle journée du CSE, afin d'échanger ensemble sur les enjeux du CSE durant la crise actuelle et notamment sur tout autre sujet qui pourrait vous aider dans la gestion de votre mandat. Donc c'est vraiment des journées qu'on a prévu de faire maintenant tous les 2 mois pour vous accompagner au mieux pendant votre mandat. J'ai aujourd'hui donc à mes côtés Steve Lopez qui est expert comptable et spécialisé CSE. Je laisserai se présenter par la suite. Un rapide rappel sur Club Employé. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ou peu, donc notre objectif c'est chez Club Employé, c'est d'accompagner nos clients tout au long de leur mandat d'élu dans un premier temps. Sur la partie avantage avec notre plateforme e-commerce qui référence des centaines de produits et services à prix remisé. Et aussi, dans un deuxième temps, d'être un outil de gestion qui facilite et digitalise la gestion des chèques cadeaux, des subventions et autres œuvres sociales pour des CE allant de 10 à 10 000 collaborateurs. Notre équipe de relations clients est là aussi pour accompagner les élus sur l'ensemble des problématiques du CSE, notamment avec l'aspect comptable et économique afin de gérer toute la comptabilité de nos clients qui le souhaitent et sur la partie juridique et sociale pour les conseiller et les renseigner selon leurs besoins. Donc voici une rapide présentation de Club Employé. Je vais laisser maintenant Steve se présenter et on enchaînera sur le déroulé du programme de cette conférence. Très bien, merci Romain pour ta présentation. Écoutez, bonjour à tous. Je pense que j'ai vu quelques noms déjà que j'avais vus sur les précédents webinars. Donc Steve Lopez, expert comptable, commissaire aux comptes, anciennement intermittent du spectacle. Donc, j'ai fait plusieurs choses dans ma vie, mais aujourd'hui je suis expert comptable, commissaire aux comptes, notamment auprès des CE, CSE. CSE, alors je dis CE encore puisqu'il y a malheureusement encore quelques clients ou quelques prospects que je vois qui sont encore en comité d'entreprise et qui n'ont pas fait leurs élections CSE. Mais
aujourd'hui, on parle surtout de CSE. J'interviens donc auprès des comités socio-économiques sur la partie expertise comptable. Donc, c'est notamment pour les CSE qui ont plus de 153 000 euros de ressources, qui ont l'obligation d'avoir un expert comptable. Et pour ceux qui ont plus de 3,1 millions de ressources, là, il y en a très peu, qui, eux, ont l'obligation d'avoir un commissaire aux comptes. Je suis également formateur sur toute la partie économique du CSE. Vous avez le droit à 5 jours de formation quand vous êtes nouvellement élu. Et moi, j'interviens sur une partie de ces 5 jours, souvent en lien aussi avec Sophie, que vous avez pu voir ce matin, qui, elle, anime plutôt une partie juridique. Aujourd'hui, donc, on va faire un point un peu plus précis sur tout ce qui est activité sociale et culturelle. Il y a souvent des questions qui reviennent, notamment sur quel type d'activité j'ai le droit de faire. Il y a souvent aussi des questions sur quelle est la frontière entre le fonctionnement et les œuvres sociales, les activités sociales et culturelles. Donc, c'est pour ça qu'on a eu cette idée de petit webinaire. N'hésitez pas vraiment à poser vos questions. Utilisez l'onglet questions, c'est vrai que c'est plus simple pour essayer d'y répondre. Et puis, je vais essayer d'être le plus clair et le plus concis possible pour vous apporter toutes ces informations. Super, merci Steve. Du coup, c'est parti. Première question. Peut-être est-ce que tu peux démarrer par un petit rappel historique des budgets du CSE? Oui, très bien. Alors, petit rappel historique, les CE, à l'époque, ont été créés en 1945. Ils n'avaient qu'un seul budget jusqu'en 82 à peu près, où il y a eu les lois Auroux, l'ancien ministre, qui a créé un nouveau budget qui s'appelait le budget de fonctionnement, pour justement proposer aux élus un budget leur permettant de se former, leur permettant d'avoir les moyens d'exister aussi, en plus de ce que l'employeur a l'obligation de vous mettre à disposition. Et du coup, ce budget a été créé puisque quand on a 100 pour donner aux salariés, les élus donnaient 100 sans eux se former. Et du coup, ce deuxième budget de fonctionnement, qui est de 0,2% pour les moins de 2000 salariés, 0,22% pour les entreprises de plus de 2000 salariés aujourd'hui avec le CSE, vous permet vraiment de prendre la mesure de votre mandat, de vous former, d'avoir par exemple recours à des sténotypistes pour vous aider et vous dégager du temps. Je sais que les heures de délégation sont rares et valent cher, donc de prendre par exemple une entreprise de sténotypie vous permet d'accélérer, de gagner du temps sur la rédaction du PV. C'est du temps que vous pouvez avoir derrière pour vous prospecter auprès de différents fournisseurs pour des activités complémentaires à proposer à vos salariés. Voilà, donc ce budget est quand même très important. Il est souvent décrié puisque il y a des réserves qui se cumulent. On parle souvent d'un petit trésor de guerre, ce qui n'est pas toujours utilisé à 100%. Moi, je vous incite à faire de la formation. C'est très important. Ce budget avec le CSE peut être basculé du coup à hauteur de 10% de l'excédent annuel sur les œuvres sociales, sur les activités sociales et culturelles. Je le rappelle, c'est jamais, mais ce budget, enfin l'excédent des œuvres sociales peut également être basculé à 10% vers le fonctionnement. C'est une possibilité. Alors, je ne connais pas de CSE qui l'ait fait encore, mais vous avez cette possibilité de faire la bascule entre les deux. Et dernier petit point, j'ai vu des projets de texte il y a quelques jours qui parlait d'exceptionnellement, au vu du Covid, de la relance de l'économie, etc., d'accepter, c'est que du projet, hein, mais d'accepter que le budget, enfin que l'excédent de fonctionnement, voire même les réserves de fonctionnement, puissent être basculées en partie sur les œuvres sociales sur 2020-2021. Alors ça reste que du conditionnel, que des suppositions, mais en tout cas, c'est les dernières infos que j'ai pu lire récemment. Voilà, on reste à l'écoute et du coup, petit teasing pour les prochains webinaires, vous serez obligé d'être présent pour savoir si ça évolue ou pas sur ce point-là. Si je continue sur cet historique, j'aime bien rappeler, quand j'anime les formations notamment, que toutes les exonérations de cotisations sociales sur les activités que proposent les CSE reposent uniquement sur une circulaire ministérielle,
qui, dans la pyramide du droit, n'est vraiment pas très haute et du coup n'a que très peu de valeur juridique. Et du coup, les avantages aujourd'hui admis au CSE, donc de ne pas payer de cotisation sociale sur les dépenses proposées aux salariés, sur les avantages en nature proposés aux salariés, peuvent être remis en cause un peu du jour au lendemain sur une simple décision ministérielle. Donc, bon, depuis 1945, on est sur ces autorisations. Donc, il y a peu de risques que ça vienne à changer, mais bon, on ne sait jamais. Il faut quand même rester assez vigilant et être prudent, en tout cas, quand vous faites vos budgets. Je parlais d'un terme avantage en nature. C'est important aussi de remettre ça un petit peu dans le contexte. Si votre entreprise propose de la billetterie et subventionne par exemple 50% d'un billet aux salariés, cette activité, cette dépense, la partie dépensée par l'entreprise est considérée comme un avantage en nature et du coup doit être soumis à cotisation sociale. C'est là où le CSE, lui, a un avantage, c'est que l'URSSAF tolère qu'il n'y ait pas de cotisation sociale à payer justement sur cette partie-là. Voilà pour le petit récap historique. Merci pour cette petite histoire. Du coup, si on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet maintenant, la première question qui se pose aujourd'hui et que beaucoup d'élus se posent, c'est comment potentiellement identifier si une dépense est imputable sur le budget des œuvres sociales. Ouais. Alors, moi j'aime bien prendre une question qui est simple à retenir, c'est à qui bénéficie la dépense? Pour moi, c'est la question qu'il faut se poser pour savoir quel budget on va utiliser. Fonctionnement, œuvre sociale. À qui bénéficie la dépense quand les élus se forment? Directement aux élus. Donc là, on est pleinement sur du fonctionnement. À qui bénéficie la dépense quand je vends de la billetterie à mes salariés? La réponse est les salariés. Donc tous les frais liés à cette billetterie doivent être rattachés sur le budget des activités sociales et culturelles. Jusque-là, ça va, il n'y a pas trop de complexité. Je vais aller sur un terrain un petit peu plus tortueux. Quand on parle des dépenses de communication, par exemple, alors quand les élus du CSE font des cartes de visite pour le secrétaire, pour le trésorier, bon, là on est sur du fonctionnement, hein, ça participe à la communication de donner leur poste, etc., leurs coordonnées. En revanche, quand le CSE propose une serviette de plage, un panier gourmand, ce genre de choses avec le logo du CSE dessus, il y a beaucoup de prestataires qui vous disent que c'est de la communication, soit, sauf que d'un point de vue de l'URSSAF, c'est pas de la communication pour faire connaître le CSE, pour expliquer ce que va mettre en œuvre les élus, voilà, comment les élus vont défendre, par exemple, les salariés sur différentes propositions de la direction. C'est pas le fait de donner un panier gourmand qui va informer sur tout ça. Donc, les dépenses de panier gourmand, de powerbank pour recharger les téléphones, tout ça, on n'est pas sur de la communication, ou en tout cas, on est sur la communication, mais qui permet de donner un cadeau aux salariés. Et donc là, on est sur des œuvres sociales. J'ai vu de nombreux contrôles fiscaux, contrôles URSSAF, redresser sur cette partie-là, en tout cas retoquer et réaffecter la dépense sur le bon budget. Donc soyez vigilants sur ça. Moi, je vous incite vraiment à prendre le temps, à consulter votre expert comptable si vous en avez déjà un, ou vous rapprocher d'une assistance juridique qui peut vous conseiller sur ces éléments-là, puisque les partenaires, les prestataires qui vous proposent ces activités sont assez bons commerciaux souvent et vous disent que ça passe, sauf que s'il y a un contrôle URSSAF derrière et qu'il y a des indemnités à payer, c'est vous qui allez les payer, c'est le CSE qui prendra sa charge in fine, et pour se retourner contre le prestataire, ce sera très compliqué. Donc, pour résumer, une question à se poser, à qui bénéficie la dépense? La réponse est les élus, fonctionnement. La réponse est les salariés, œuvre sociale. On arrive aussi sur des frais mixtes, parfois. Ça peut arriver qu'une dépense soit en lien avec les deux budgets. Alors, juste avant de rentrer dans le détail, je vois souvent les élus
me dire les chèques vacances, par exemple, comme il y a 1% de frais de gestion, je fais 2 chèques, un pour payer les chèques vacances sur le budget des œuvres sociales, un pour payer le pourcent de commission, mais c'est des commissions, donc c'est du fonctionnement. Si on se repose la question, à qui bénéficie la dépense des chèques vacances? Vous êtes d'accord, je pense qu'on est tous unanimes, que les chèques vacances sont pour les salariés. Donc les 1% de frais de gestion sont à mettre sur le budget des activités sociales et culturelles et non pas sur le fonctionnement. Donc là, pour moi, on n'est même pas sur des frais mixtes sur les chèques vacances. En revanche, en frais mixtes, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Par exemple, le salaire d'un gestionnaire que vous avez embauché sur le CSE. Le gestionnaire va forcément aider peut-être le secrétaire sur la rédaction du PV ou sur la rédaction du règlement intérieur, par exemple, ou le, la commande de café pour les élus si vous avez une petite machine à café. Donc voilà, ça, on est vraiment à qui bénéficie le temps passé par ce salarié. Là, on est sur les élus, donc il y a 10, 20, 30, 50% en fonction du poste et de la fiche de poste déterminée qui sera en lien avec le budget de fonctionnement. En revanche, ce gestionnaire va gérer aussi les factures avec vos prestataires ou peut-être aller, si vous voulez ouvrir des nouvelles activités, par exemple, je sais pas, un musée du chocolat, et le gestionnaire peut aller sur place pour faire une visite découverte, pour préparer l'activité. Là, le temps qu'il consacre, on est d'accord que ça bénéficiera aux salariés au final. Donc, quand vous avez un salarié, c'est très important de bien déterminer une fiche de poste, d'essayer de gonfler un petit peu justement cette partie fonctionnement dans sa fiche de poste pour mettre un maximum de salaire et de charges sociales sur cette partie fonctionnement. Mais en tout cas, c'est très important de faire cette distinction en cas de contrôle URSSAF, surtout avec un seul salarié, puisque un salarié touchera forcément aux 2 activités, c'est obligé, fonctionnement et œuvre sociale. Donc si déjà, d'emblée, quand vous avez un contrôle, vous donnez une fiche de poste, voilà la répartition, on fait des frais mixtes. J'ai pas vu de contrôleur URSSAF aller pinailler sur un pourcentage de répartition. Si on a 0, 100%, c'est très simple pour eux. Si on a déjà une répartition 30, 70, 60, 40, je les ai pas vus aller sur ça. Le but, c'est de montrer un peu de bonne foi de la part des CE et de montrer que voilà, on n'essaie Exactement. pas de contourner le système, quoi. Exactement. Et cette fiche de poste, c'est pas très complexe à faire. Ça donne une clé de répartition. Euh, et puis, c'est cohérent, c'est admis par l'URSSAF. Donc, moi, je vous incite fortement à faire ça si vous avez des salariés. Voilà. Petite question de Elisabeth sur ces dépenses-là. Ouais. On parlait de communication. Est-ce que l'édition d'un livret CSE qui est destiné aux salariés, mais pour expliquer le fonctionnement euh, du CSE Ouais. est imputable sur Alors, enfin, on parle d'un petit livret papier, je suppose, ou on peut même parler d'un livret PDF format électronique aujourd'hui, puisqu'on a vu que tout le monde s'est facilement adapté au télétravail, en tout cas en grande partie. Donc, pour moi, l'édition d'un livret, il va falloir regarder ce qu'il apporte. Si on parle exclusivement des activités sociales et culturelles, on propose tel voyage subventionné à tant de pourcents. Là, on est d'accord que c'est des activités sociales et culturelles, ce sera le budget des œuvres sociales qui sera impacté. En revanche, si c'est un livret qu'on peut dire un peu d'accueil, qui va donner les règles de fonctionnement du CSE, les horaires d'ouverture du bureau, euh, comment sont calculés par exemple le quotient familial pour savoir si vous créez plusieurs tranches pour favoriser des salariés qui ont un quotient familial plus faible, qui du coup ont une subvention plus intéressante. Là, on est vraiment sur l'explication. Vous mettez à disposition le règlement intérieur, vous mettez à disposition les comptes du CSE. Voilà, tous les frais liés à ça, c'est vraiment sur les prérogatives de communication, sur le fonctionnement de l'instance. Donc là, pour moi, on est à 100% sur du fonctionnement. En revanche, dès qu'on va commencer à y inclure des activités vraiment bien identifiées, là, on sera plutôt sur du budget des œuvres sociales. Si je peux faire un parallèle, il y a souvent des questions qui reviennent avec les sites internet aussi, où quand on fait un site internet pour un CSE,
Il y a des prestataires qui ont pris cette brèche en disant bah, un site internet c'est de la com, du coup c'est 100% fonctionnement. L'URSSAF, par le biais de plusieurs contrôles, donc il y a une petite jurisprudence qui se met en place, va regarder par exemple le nombre de pages du site internet, 100 pages, ok. Sur ces 100 pages, il y a 20 pages liées au fonctionnement où les élus vont déposer les PV, etc. Et 80 pages liées aux activités. Dans ce cas-là, on retombe sur des frais mixtes et on met 20% sur le fonctionnement, 80% sur les œuvres sociales. Ok, très clair. Il y a une question de Karine justement sur ces plateformes de loisirs qui peuvent aussi intégrer des outils de gestion. Est-ce que tu as une recommandation sur la répartition entre fonctionnement et ASC, comme Ouais. on a pu en parler Oui, oui, oui. Alors, outil de gestion, il faut être assez prudent aussi quand on utilise ce terme. Pour moi, il y a plusieurs choses. Euh, Gestion des activités. Donc là, si c'est un outil de gestion des activités qui permet d'avoir une interface assez friendly avec les utilisateurs, on sera sur des œuvres sociales. Si le salarié peut nous déposer ses factures, smartphone, etc., en PDF, en uploadant les factures, là, pour moi, on est 100% sur des œuvres sociales. On est sur la gestion des œuvres sociales, donc on va sur les œuvres sociales. En revanche, quand on parle d'outils de gestion, et je sais qu'il y a des plateformes qui proposent ça, gestion, mais incluant un déversement des factures ou des flux en comptabilité pardon, directement, là, on peut retomber sur cette clé de répartition à définir, fonctionnement œuvre sociale. J'attire toutefois votre attention sur ces plateformes qui cumulent les deux outils, fonctionnement, comptabilité du CE et gestion des activités œuvre sociale, pour avoir vu beaucoup d'outils, beaucoup de prestataires, pour être démarché aussi par beaucoup de personnes, enfin beaucoup d'acteurs de ce milieu. J'ai pas aujourd'hui d'outils qui me satisfassent à 100%, d'un point de vue comptable en tout cas. Sur la partie gestion des activités, je peux pas me prononcer. En revanche, sur la partie comptable, il y a énormément, enfin l'algorithme doit être énorme à développer pour la comptabilité. La gestion des deux budgets est complexe à faire aussi. Moi, je préconise pour mes clients, en tout cas, d'avoir une marketplace qui gère toute cette partie activité et un expert comptable qui propose un outil de comptabilité. Et en général, ça ne vous revient même pas plus cher d'avoir deux offres plutôt qu'une packagée. C'est un peu comme si on prend les packages avec les box, la télé, le téléphone portable fixe, etc. Finalement, si on prend tout séparé, ça revient quasiment moins cher. Et surtout, on peut choisir les prestataires qu'on veut, on n'est pas pieds et poings liés. Et d'ailleurs, peut-être que Romain t'en parlera un jour, mais on propose aussi ça en partenariat, nous, avec Club Employé. Mon cabinet fait la partie comptable et on a créé une petite API avec Club Employé pour déverser les flux comptables directement. Et en tout cas, là, c'est certifié, il n'y a pas de problème. Parfait. Du coup, si on rentre un petit peu plus maintenant dans les dépenses autorisées par l'URSSAF, j'ai trois choses qui me viennent en tête. Les 9 événements tolérés de l'URSSAF, les chèques ANCV potentiellement, et les activités de remboursement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces trois pôles? Ok, très bien. Du coup, tu réponds à une des questions, enfin, je vais répondre du coup à une des questions de Christelle sur les 9 prestations. Donc, c'est une des dépenses tolérées par l'URSSAF. Donc là, on parle vraiment de bons d'achat. Le CSE peut octroyer des bons d'achat aux ouvrants droit et aux ayants droit d'ailleurs, une fois par an, par événement, dans la limite de 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale. Alors désolé pour cette formule mathématique un peu barbare, c'est ce que détermine l'URSSAF. Grosso modo, 5% du PMSS est à 171 euros par an par événement sur 2020. On était à 169 sur 2019. Donc ça évolue d'1 à 2 euros à peu près tous les ans. Dans les 9 événements, on va avoir la rentrée scolaire, Noël,
Naissance, mariage, fête des pères, fête des mères, Sainte-Catherine, Saint-Nicolas. J'en ai peut-être oublié un. Bon, en tout cas, vous retrouvez la liste sur le site de l'URSSAF. Il faut bien comprendre que on a 9 événements tolérés par l'URSSAF qui permettent de donner un bon d'achat d'une valeur maximale de 171 euros sur 2020. J'ai souvent des questions, si j'ai 2 enfants dans l'année, est-ce que je peux avoir 2 fois le bon d'achat? Tout à fait. Si vous avez un enfant en janvier, un en décembre, ce qui est possible, vous pouvez avoir 2 fois le bon d'achat naissance. Ça, c'est tout à fait possible. En revanche, vous ne pourrez pas, je pense, cumuler fête des pères et fête des mères sur la même personne. Ça, ce sera plus compliqué. Attention aussi sur ces bons d'achat, si vous donnez 172 euros par exemple, l'URSSAF, en cas de contrôle, va vous retoquer et va considérer que c'est un avantage en nature, non pas sur la différence d'1 euro, mais sur l'intégralité du bon d'achat. Comment sont comptabilisées les cotisations sociales sur ces avantages en nature? On prend le taux de charge salarial, salarial patronal, donc on est autour de 40-45% en fonction des secteurs d'activité. Donc, si je donne 170 euros, je rajoute 45% de charge sociale. Et c'est ces 45%-là que je dois reverser à l'URSSAF du fait que je n'ai pas respecté cette tolérance. Ça, c'est pour les 9 événements. Est-ce que c'est clair pour toi, Romain? Il y a peut-être un truc que Ouais. tu voulais Moi, j'ai une rajouter sur question ça? en parallèle de Yves qui demande si il peut donner un bon d'achat à un salarié qui quitte la société pour la retraite. Je crois que ça fait partie d'un des événements. Tout à Et fait. du coup, il y a ce plafond-là de 171 euros. Tout à fait. Alors, je vais peut-être rentrer un petit peu plus dans les détails sur ces 9 événements. Euh, pour que ce soit toléré par l'URSSAF, donc on respecte le plafond. Ça, c'est la première chose primordiale. Deuxième chose, il faut impérativement que sur le bon d'achat soit stipulé l'événement. Alors, pour une naissance, ça peut être puriculture, par exemple, mais il faut que votre prestataire qui vous fournisse ces bons d'achat inscrive, ou en tout cas sur votre facture et sur les bons d'achat, il faut qu'il y ait écrit l'événement. Si c'est un bon d'achat sans rien dessus, qui écrit juste bon d'achat, l'URSSAF pourra retoquer en vous disant que vous ne rentrez pas dans ces 9 événements. Je prends un exemple, si on prend un bon d'achat rentrée scolaire, les magasins ne devraient pas accepter un bon d'achat pour payer, par exemple, une télé s'il y a écrit rentrée scolaire sur le bon d'achat. En revanche, si c'est pour acheter de la papeterie, des cahiers ou même des vêtements d'enfants, ce bon d'achat est accepté par les magasins. Vous, en tant qu'élu, ne vous inquiétez pas, c'est pas à vous d'aller vérifier quel magasin accepte ou n'accepte pas les bons d'achat. Vous, votre obligation, c'est de vérifier que sur ce bon d'achat, il est bien inscrit la destination du bon d'achat. Après, les magasins qui acceptent des bons d'achat qui ne sont pas en corrélation avec la dépense réelle, là, c'est pas votre problème, vous ne pourrez pas être embêté par l'URSSAF. Et excusez-moi, juste pour répondre sur le départ en retraite, oui, oui, tout à fait. Si c'est dans les activités que le CSE souhaite mettre en place, vous pouvez donner jusqu'à 171 euros pour un départ en retraite. Moi, je vous invite également, parce que ça peut être une dépense difficilement maîtrisable sur le nombre d'enfants, le nombre de départs en retraite, c'est un peu plus simple, mais de cadrer les activités. C'est pas parce que l'URSSAF tolère 9 événements que vous êtes obligé de donner pour les 9 événements. Okay, dans votre petit livret d'accueil, des règles d'activité sociale et culturelle, vous pouvez très bien dire le CSE donnera 50 euros pour tous les enfants de tel âge à tel âge pour la rentrée scolaire. Le CSE donnera pour les départs en retraite, voilà, mais ne donnera pas pour les autres activités, enfin les autres événements. Ça, c'est tout à fait possible. Ok. C'est important à borner. On va rajouter sur une question de Sophie qui demande si c'est tous les événements sur une année. C'est bien 171 par événement par an. Tout à fait. Donc, Par événement. donc Je- 171 je- fois 9, ça fait potentiellement un peu alors, moins de 1600 euros que le CE peut on, donner à son collaborateur. alors, on ne pourra Et jamais lui, donner il ne l'intégralité. partira pas à la retraite. Ah oui. Il n'y aura pas Sainte-Catherine, Saint-Nicolas, fête des pères, fête des mères. Ouais. Euh,
Alors, j'ai une question un jour en formation. Si jamais je change de sexe en cours d'année, est-ce que... Non, je pense que c'est compliqué quand même. Ok. Mais effectivement, c'est par événement et par an. Et pour compléter, oui, Sophie, c'est sans que ce soit considéré comme un avantage en nature. L'URSSAF tolère 9 événements. Du moment que vous respectez la tolérance de ces événements, que sur le bon d'achat, il y a écrit la nature de l'événement et que vous ne dépassez pas les 171 euros, un salarié, si je peux aller un peu plus loin, peut avoir une naissance, un départ en retraite, un mariage la même année. C'est tout à fait possible. On est 3 fois 171 euros et ce ne sera pas un avantage en nature. Ok. Ça marche. Sur l'échec ANCV, du coup, faire un petit, une petite intro, mais sachant qu'on y reviendra à 14 heures. Ouais, ouais, Si tu ouais. as des petites choses à dire là-dessus quand même. C'est vrai que c'est une dépense qui est souvent proposée par les CSE, qui est du coup aussi mise à l'honneur désormais sur Club Employé, si j'ai bien compris. Donc je vais laisser Grégoire en parler un peu plus en détail cet après-midi, mais c'est une dépense donc, que je disais 100% intégrable en activité sociale et culturelle, y compris les frais de livraison. Attention aussi, en période Covid, crise sanitaire, confinement, etc. J'ai beaucoup de clients qui m'ont informé qu'ils allaient donner des chèques vacances, mais sous format papier, mais par voie postale. Ils allaient les donner aux salariés par voie postale. Attention, j'ai vu énormément de cas où bah, c'est de l'argent, hein, les chèques vacances. Donc, bah, un courrier perdu, un courrier détourné surtout. C'est assez simple à identifier, hein, ça ressemble à un chéquier, donc Hmm. les personnes qui l'ont entre les mains peuvent facilement savoir ce qu'il y a à l'intérieur, surtout quand on est sur des périodes estivales. Donc moi, je vous invite à faire des recommandés si vous les envoyez sous format papier. Recommandé obligatoire, il y a une garantie et une assurance sur les recommandés. Et les frais d'envoi, pour moi, sont aussi sur le budget des activités sociales et culturelles, puisque c'est les frais de livraison pour cette activité. Ok. Effectivement, nous, on a eu le cas d'un client pour qui on gère les chèques à NCV et on lui a recommandé, c'était plus de 500 euros par salarié. On lui a fait un R3, donc qui garantit jusqu'à 450 euros payés par la poste si le chèque est perdu. Donc, c'est vraiment des choses sur lesquelles il faut faire attention. Ouais, tout à Avant de fait. passer aux activités de remboursement, j'ai une question de Sarah sur les subventions versées via Club Employé. Est-ce qu'elles doivent être versées dans le cadre d'un de ces événements? En fait, dans les fonctionnalités que vous avez, vous pouvez choisir lorsque vous faites un chèque cadeau, quel événement sera associé à ce chèque cadeau. Et du coup, ça vous permet d'être en règle avec l'URSSAF et de savoir à quel événement appartient l'argent que vous le redistribuez. Mais on pourra échanger par la suite Ouais. si vous avez d'autres questions. Si je peux compléter sur le fonctionnement de Club Employé sur ces subventions, euh, vous pouvez borner, vous, en interne, côté Club Employé, l'utilisation, l'attribution de cette enveloppe. Donc, Tout à fait. en gros, vous mettez, enfin, les élus mettent 500 euros qu'une enveloppe globale pour l'année à utiliser sur la plateforme pour les salariés. Et en plus, il y a un salarié qui a une naissance, donc qui a un complément de subvention de 171 euros. Ces 171 seront, eux, bornés uniquement à l'utilisation de certaines dépenses en lien avec l'activité. Tout à fait. Ensuite, du coup, sur les activités de remboursement, Ouais, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les dépenses autorisées par l'URSSAF? ouais. Ok, alors les activités de remboursement sont assez larges, hein. On parle de tout ce qui va être social, culturel, donc on a notamment les vacances, on a tout ce qui va être sportif aussi. Là, il y a un gros morceau. Je vois souvent des activités où, sur présentation d'un justificatif, les élus, le CSE rembourse une partie. Donc là, à vous de déterminer des barèmes, des plafonds. Les plafonds très importants, puisque quand vous faites votre budget, vous n'êtes jamais sûr du pourcentage de participation des salariés à une activité. Et si vous mettez pas de plafond sur le montant du remboursement, vous risquez d'avoir des déconvenues au moment de faire les comptes en fin d'année. Donc, ce qui marche très bien, c'est pour promouvoir un petit peu le sport, bah, sur présentation d'une licence de sport, que ce soit pour les ouvrants droit ou les ayants droit, pour les enfants ou les conjoints aussi, ça peut être ouvert.
Je présente, j'ai une licence de foot à 200 euros. Le CSE plafonne ma subvention annuelle à 100 euros. Donc, je présente mon justif. Le CSE me fait un remboursement à hauteur de 100 euros. Voilà, ça fonctionne très bien. Ça peut être le même principe pour tout ce qui est culturel. Donc, on va avoir, par exemple, des concerts, des places de concert, ou des places de cinéma, des places de théâtre. Tout ça peut bien être pris en compte par l'URSSAF, les CSE, c'est toléré par l'URSSAF, pardon, j'ai cumulé les deux phrases. Donc, n'hésitez pas, ça marche bien. Je vois beaucoup de salariés aujourd'hui qui souhaitent individualiser un petit peu leur utilisation d'enveloppes octroyées par les CSE. On sort un petit peu du paradigme qu'il y avait sur les années 45-50 quand les CSE ont été mis en place, quand les CE ont été mis en place, où c'était l'idée de partir en vacances avec ses collègues. Aujourd'hui, on n'est plus trop sur ça. C'est vraiment, c'est plus un avantage que je peux avoir ponctuellement pour aller peut-être voir un concert ou un match de foot. J'aurais pas pu payer la place moi-même. Voilà, j'ai une subvention du CE, ça me permet d'amener mes enfants en plus, par exemple. Donc ça marche très bien. Voilà, c'est assez divers et varié. Si jamais vous avez un doute sur une dépense de remboursement comme ça, je vous invite soit à vous rapprocher de votre conseil juridique, soit éventuellement de faire un rescrit auprès de l'URSSAF, de poser votre question ouvertement et de demander si c'est toléré par l'URSSAF ou non. S'il n'y a pas de réponse de l'URSSAF, ça vaut acceptation. En général, l'URSSAF répond et vous donne son accord ou pas. Si vous avez l'accord, vous pouvez faire la dépense en cas de contrôle, vous ne serez pas embêté. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai vu qu'il y en avait quelques-unes qui passaient. C'était surtout sur les chèques ANCV, donc on pourrait y revenir après. Excusez-moi, il y a peut-être une question d'Étienne Mercier que je peux répondre rapidement sur quelles sont les formations obligatoires pour les nouveaux élus de CSE. Alors, vous avez l'entreprise, l'employeur, a l'obligation de vous octroyer 5 jours d'heures de délégation complémentaires pour que vous puissiez vous former. Attention, le coût de la formation n'est pas prévu légalement par l'employeur. C'est au CSE de le prendre à sa charge, mais souvent l'employeur prend en charge tout ou partie de cette formation. Donc, vous avez le droit à 5 jours qu'on appelle formation économique. Donc, par exemple, dans mon cabinet, nous avons un agrément économique spécifique pour animer ce type de formation. C'est 5 jours qui peuvent être pris sur l'intégralité de votre mandat. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire 5 jours dès les élections. Vous pouvez faire 2 jours la première année et puis un jour sur les années suivantes. Moi, je préconise entre 2 et 3 jours minimum la première année, surtout si vous êtes des nouveaux élus et que vous n'avez pas trop de connaissances sur les nouveautés du CSE. C'est une formation, les 5 jours sont uniquement donnés pour les élus titulaires. Si l'employeur veut, il peut donner en plus pour les suppléants 5 jours de disponibilité pour ces formations, mais ce n'est prévu que pour les titulaires légalement. Voilà. Ok, parfait. Du coup, selon toi, quelles sont pour toi les bonnes pratiques par rapport à la période actuelle? Les concerts sont annulés, les cinémas sont fermés, ils réouvrent le 22 de juin. Que peuvent proposer les CSE à leurs salariés pendant cette période? Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent proposer et surtout comment traiter aussi toutes les annulations? Parce que tu parlais des concerts, tu parlais de tout ça. Il y a énormément d'annulations. Alors, avec des avoirs, pas des avoirs, des remboursements. C'est vrai que c'est un peu complexe. En tout cas, une chose est sûre, c'est que tout ce qui est digital fonctionne très bien en ce moment pour les CSE, notamment les abonnements aux différentes plateformes de streaming. On parle de Netflix, d'Amazon Prime, etc. Alors, j'ai pas vu de contrôle encore puisque c'est assez récent, mais moi, j'alerte quand même mes clients sur certains points, sur tout ce qui est plateforme streaming. Attention, pour moi, il faut que ça reste du streaming, c'est-à-dire, en gros, je paye un abonnement pour avoir accès à un contenu, comme ça pourrait être le cas dans une bibliothèque, qui est tolérée par l'URSSAF sans problème, ou une vidéothèque, comme c'est toléré également par l'URSSAF.
Donc là, on transpose un peu ça sur du streaming digital, etc. Du coup, moi, j'alerte sur attention aux plateformes qui proposent également la télé. Puisque la télé, il y a une contribution du visuel à payer, etc. Là, je pense qu'il y aurait une limite auprès de l'URSSAF qui pourrait s'instaurer sur des plateformes qui proposeraient en plus un accès à la TNT, etc. Donc, moi, j'ai vraiment incité mes clients à se limiter à tout ce qui était streaming et uniquement streaming, vidéo ou même audio, hein. Deezer, Spotify, etc. Ça fonctionne très bien aussi. Donc là, on est sur une activité de remboursement ou sur présentation d'une pièce justificative, et je parle d'une pièce justificative, une facture avec le nom du salarié, bien identifié, la période de paiement, le montant, une facture acquittée, enfin avec toutes les mentions légales que vous pourrez retrouver aussi sur le site service public, hein. Vous tapez mention légale obligatoire d'une facture et vous retrouvez toutes ces mentions-là doivent bien être présentes pour s'assurer que le salarié a bien fait l'activité de lui-même. Si je reprends la facture de Pierre, Paul ou Jacques, je ne pourrais pas la faire rembourser par mon CSE. Donc ça fonctionne très bien. Après, ce qui fonctionne également, c'est les chèques culture, puisque là, j'ai des clients qui m'ont dit, nous, on avait prévu des colonies de vacances, des concerts, ceci, cela, enfin, des choses en présentiel. Compliqué, du coup, tout est annulé et on se retrouve avec un budget qu'on n'aura pas utilisé sur l'année. Alors, certes, il peut être reporté sur l'année suivante, mais c'est quand même dommage d'avoir quasiment une année blanche sur les activités proposées à nos salariés. Et dans ce cas-là, il y a alors, les chèques vacances, ok, c'est une possibilité, mais si vous voulez donner un peu plus de flexibilité, il y a également les chèques culture qui ne sont pas plafonnés par l'URSSAF. Donc là, on peut donner 1000, 5000, 10 000 euros en fonction de votre budget. Et le salarié a un peu plus de loisirs pour le dépenser qu'un chèque vacances. Euh, Même principe hein, que pour les chèques vacances, si vous les envoyez par voie postale, soyez vigilants, hein, pensez à prendre l'assurance sur le recommandé. Aujourd'hui, les chèques culture peuvent aussi être dématérialisés. Après, toutes les plateformes n'acceptent pas le paiement avec la carte digitalisée chèque culture, mais bon, ça rentre dans les mœurs petit à petit. Donc, les chèques culture, c'est pas mal. Ce que j'ai vu aussi en bonne pratique sur cette période un peu complexe, c'est par exemple pour un CE qui propose un remboursement sur les vacances de ses salariés. Donc, je loue une place de camping 500 euros pour une semaine et le CSE s'engage sur présentation de la facture acquittée à prendre 50% de cette dépense. Voilà, donc je donne ma facture, le CSE me rembourse 250 euros. Ça va être un peu plus compliqué cette année. Pour éviter de perdre ça, alors on peut décaler cette enveloppe sur l'année suivante ou dire que sur 2021, plutôt que d'avoir un plafond de 250 euros, on augmente le plafond à 500 euros. J'ai vu pas mal de CSE faire ça. Ou si on veut rester vraiment sur l'exercice 2020, dire les 250 euros qui ne seront pas utilisés par nos salariés ou très peu sur cette activité, on va finalement les réaffecter sur un autre type de dépense. Donc, au lieu de faire 200 euros de chèque vacances, on fera 200 plus les 250 non utilisés de chèque vacances, où là, les salariés pourront les utiliser. Par exemple, dans les stations-service, les chèques vacances sont acceptés. Donc, ça permet de réaffecter un petit peu votre budget. Moi, j'invite fortement, quand on parle de budget, de réaffectation de budget, à refaire une petite séance plénière entre vous, où le trésorier peut faire un budget rectificatif de l'exercice 2020 et en disant, voilà, sur telle activité de remboursement de terrain de camping, on a 3% de participation, on arrête cette activité parce qu'on n'en aura pas plus sur l'année, et finalement, on prend ce budget, on l'alloue à autre chose. Ça, c'est une bonne pratique pour moi à faire sur 2020 si vous voulez conserver un certain niveau d'activité pour vos salariés. Ok, très clair. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais rajouter sur Peut-être que ça viendra au fur et à mesure des questions. Là, je voyais une question de Gilles.
Gilles Charon, nous avons longtemps eu un salarié à 100% en fonctionnement sans jamais avoir de problème avec l'URSSAF. Alors, il n'y a pas de changement de législation ni de jurisprudence. Chaque URSSAF fonctionne par région. Chaque inspecteur aussi a son propre libre arbitre. Donc, il y a des choses que je vois redresser à certains endroits et pas à d'autres. Donc, c'est vraiment difficile d'avoir une réponse claire à votre question. Moi, en tout cas, je vous invite à faire une clé de répartition quand on a un seul salarié, sauf si vous avez une fiche de poste qui détermine que ce salarié ne fait que du fonctionnement. Dans ce cas-là, je suis d'accord qu'il y a 100% de fonctionnement. Le salarié ne fait que des tâches administratives internes pour les élus. Et il réserve les billets d'avion pour les élus pour se déplacer, etc. Là, OK, il n'y a pas de problème pour moi, 100% fonctionnement. En revanche, si ça touche aux activités, moi je vous invite, en tout cas j'invite mes clients et je vous préconise de faire une clé de répartition. Ce n'est pas parce que l'URSSAF n'a pas redressé une année qu'il ne pourra pas redresser sur un prochain contrôle. En tout cas, les exercices contrôlés, eux, ne pourront pas être redressés, ça c'est sûr. Mais sur les 3 exercices suivants, s'il y a un nouveau contrôle, là, vous pouvez être redressé. Par expérience, sur un CSE qui a plus de 153 000 euros de budget. Donc déjà, si vous avez mandaté un expert comptable, que les comptes sont présentés avec 2 budgets bien scindés, il y a peu de risques que l'URSSAF vienne aller gratter un peu plus loin sur vos activités, sur vos dépenses. Sur un CSE qui a moins de 153 000 euros, donc il n'y a pas d'obligation d'avoir un expert comptable. Il y a des CSE qui prennent quand même un expert comptable malgré être en dessous des seuils. Si vous avez un expert comptable et que vous n'avez pas l'obligation et qu'il y a un contrôle qui arrive, en général, il y a peu de risques d'avoir un redressement aussi. Donc, c'est une garantie que vous pouvez avoir. Les honoraires de l'expert comptable sont 100% sur le budget de fonctionnement, qui est toujours difficile à utiliser. Donc, c'est dommage de s'en priver si ça vous donne aussi une certaine sécurité. Et l'expert comptable a également un devoir de conseil. Donc moi, quand je vois passer des factures ou des devis qui, pour moi, ne sont pas prévus sur le bon budget, mon devoir, c'est d'alerter aussi les clients et les élus à ce moment-là. Et du coup, ça vous donne une assistance juridique un petit peu sous le coude qui peut vous aider. Ok. J'ai une question de Reda qui se pose la question de savoir si les subventions crèche entreprise ou les subventions de transport rentrent d'une manière ou d'une autre dans les budgets des ASC, du CSE. Alors, c'est pas défini clairement par l'URSSAF, ou en tout cas sur le transport. Alors, transport, c'est un petit peu vague. Est-ce qu'on parle de transport, par exemple, sur Paris, le pass Navigo, le CSE prendra à sa charge ça, ou transport, remboursement de frais kilométriques aux salariés? Je vais essayer de faire une réponse assez large. Si on parle des frais de transport, des frais de déplacement des élus pour se rendre à des réunions ou quoi que ce soit, là où aller sur une activité, enfin pour préparer une activité en tout cas, là l'élu peut faire des frais kilométriques et se faire rembourser par le CE qu'il a engagé dans le cadre de son mandat. Ça, c'est une première chose. D'un point de vue ASC, il y a des règles en effet alors plutôt sur les chèques emploi-service. Est-ce que la crèche d'entreprise rentrerait en compte directement? Je pense qu'il n'y aurait pas de problème. Ce sera creusé un petit peu plus. Si à la limite, Reda, vous voulez qu'on en discute après, il y a pas de souci pour qu'on aille un peu plus loin sur ça. En tout cas, il y a une activité qui est tolérée par l'URSSAF, c'est que le CSE propose des chèques emploi-service, des CESU, aux ouvrants droit. Et donc, ces CESU permettent notamment de payer une garderie, de payer une crèche ou un jardinier, quelqu'un qui vient faire du ménage chez vous, etc. Donc ça, il y a un plafond à 1830 euros par an, par personne, par ouvrant droit, de chèque emploi-service proposé. Donc en tout cas, ça rentre en compte sans problème. Ok. J'ai une question de Christelle, du coup, sur la mise en place d'une marketplace potentiellement de club employé. Comment est-ce qu'on fait la répartition?
Alors, si je dis pas de bêtises, on est sur du 30-70, hein, Romain, tu me confirmes? Ouais, Ouais. 30-70, 80-20 en fonction des. En fonction des pages utilisées. Bah, Mm. on est Christelle, hein, sur ce que je disais, en fonction du nombre de pages et de l'utilité de chaque page, fonctionnement ou activité. Alors, tout ce qui va être marketplace purement, c'est des activités proposées aux salariés. Là, on sera sur les activités sociales et culturelles. Les autres pages proposées, euh, ça, ce sera du fonctionnement. Et donc, avec Club Employé, avec qui je collabore régulièrement, on a admis ce pourcentage, et il n'y a jamais eu de redressement URSSAF qui aille à l'encontre de ça, de 30-70. On peut descendre à 20-80 si les pages fonctionnement ne sont pas trop alimentées, mais pour moi, 30-70, c'est tout à fait cohérent. Ok, merci Steve. Un peu quelques questions sur la partie formation. Je sais que tu aimes bien parler de ça sur la partie qui est-ce qui va choisir l'organisme de formation. Est-ce que c'est l'employeur ou le CSE? Euh, Tout dépend du financeur. Légalement, c'est à la charge du CSE. Donc là, vous avez le libre choix des prestataires pour faire ces formations. En revanche, si l'employeur prend la formation à sa charge, en général, il a son mot à dire, enfin, il donne son avis en tout cas, ou il décide clairement de l'organisme qui fera la formation. Euh, moi, je vous invite quand même à essayer de rester libre arbitre et du coup de prendre à votre charge cette formation. Ou alors, si vous pouvez être libre arbitre et que ce soit pris par l'employeur, c'est encore mieux. Mais dans la mesure du possible, gardez votre libre arbitre, puisqu'il y a des organismes de formation qui sont poussés par des mouvances syndicales patronales. Et du coup, alors j'ai rien à redire contre mes confrères ou consoeurs formateurs, formatrices, mais je pense que dans les réponses, vous aurez quand même plus d'éléments euh, si vous choisissez votre prestataire vous-même, vous pourrez au moins avoir un formateur qui est libre, qui n'est pas engagé syndicalement, d'un côté ou de l'autre, ou dans une étiquette syndicale par exemple, et au moins bah, vous avez quelqu'un de neutre et qui vous donne son avis, son expérience terrain. Moi, j'estime que c'est le meilleur type de formateur. Ce qui est intéressant aussi de mixer sur vos 5 jours de formation, c'est d'avoir quelqu'un de terrain qui peut être plutôt juriste ou expert comptable en fonction des thèmes, quelqu'un qui est plutôt très juridique, où là on aura des avocats aussi qui interviennent, donc qui sont moins concrets mais plus théoriques. Et c'est intéressant aussi d'avoir ces deux aspects tout au long de votre mandat pour savoir ce que la loi prévoit et le côté que moi j'ai un peu plus terrain et au quotidien auprès des CSE qui me permet de voir bah, ce qui est adressé, pas adressé. Et ça permet pour vous d'avoir ce mix et de prendre vos décisions après en votre âme et conscience. Oui, Christelle, il y a des formations tout à fait spécifiques pour le secrétaire, le trésorier. Alors, comme je le répète, il y a 5 jours de formation pour les élus titulaires quand vous êtes nouvellement élu. Ces 5 jours, comme ils sont proposés à l'ensemble des titulaires, en gros, hein, pour un CSE qui a, je sais pas, entre 200 et 500 salariés à peu près dans l'entreprise, moi, j'estime que 3 jours de formation la première année, c'est bien. Plus, ça risque d'être trop, et moins, vous risquez de manquer de certaines informations. Donc, 3 jours, il y a 2 jours très juridiques sur le fonctionnement de l'instance. On y aborde notamment le rôle du secrétaire, le rôle du trésorier, sans rentrer 100% dans le détail, et un jour plutôt économique sur tout ce qui est règle URSSAF, un peu le webinaire qu'on a fait aujourd'hui, mais sur toute une journée avec des cas concrets, des cas pratiques. Après, vous pouvez avoir des formations plus spécifiques sur le rôle du trésorier, par exemple, où là, on va avoir des cas pratiques sur comment rédiger, enfin comment élaborer un budget,
comment suivre son budget, comment suivre la comptabilité si j'ai pas d'expert comptable. Voilà, ça peut être des thèmes comme ça. Sur une réunion spécifique secrétaire, là, on pourrait avoir comment rédiger un ordre du jour, savoir détecter aussi ce que l'employeur met à l'ordre du jour et, euh, et anticiper peut-être la nomination d'un expert. Je ne sais pas si vous avez, l'employeur doit vous consulter au moins 3 fois par an, enfin pour 3 consultations sur la situation économique de l'entreprise, la politique sociale et les orientations stratégiques de l'entreprise. Quand il y a ça à l'ordre du jour, si jamais vous voulez nommer un expert pour vous faire assister, il faut que cette nomination soit prévue à l'ordre du jour. Si ce n'est pas le cas, vous ne pourrez pas nommer l'expert. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça spécifiques qui peuvent être intéressantes à bien cadrer dans une formation spéciale secrétaire. Ok. Je Tu veux vois que je qu'il y a, réponde à la il y a- question de il y a- Sarah? il y a beaucoup de questions sur les formations, donc ça serait peut-être l'occasion d'un prochain webinaire Peut-être. des prochaines semaines. Mais effectivement, si tu peux, oui, si il y a quelques questions sur lesquelles tu peux encore répondre et On n'a pas de retard sur les questions, hein. Je vois on est on répond aux dernières questions, c'est pas mal. Pour les entreprises de moins de 50 salariés, le CSE a-t-il droit à un budget? Sinon, ce sera forcément l'employeur de financer les œuvres sociales, le fonctionnement, la formation. Alors, petit rappel, CSE de moins de 50 salariés, ça s'appelle CSE, mais en revanche, vous n'avez que les prérogatives des délégués de personnel qu'il y avait avant, quand on avait encore les 3 instances. L'EDP n'ayant pas de budget alloué, le CSE de moins de 50 n'aura pas de budget non plus pour faire des activités, des œuvres sociales. Donc, vous n'aurez que des prérogatives de délégué du personnel sans budget, ni fonctionnement, ni œuvre sociale. Donc, s'il y a des activités mises en place, ce sera fait par l'employeur. Attention, l'employeur, lui, ce sera considéré comme un avantage en nature et non pas une tolérance sur ça, comme c'est le cas pour les CSE de plus de 50. Donc, on ne parle plus de DP, CE, CHSCT, on parle de CSE, mais il faut quand même bien identifier si on est à moins de 50 ou plus de 50. ok, très clair. Je pense qu'on a fait le tour, sauf s'il y avait des questions sur le chat Dernière que j'ai question, pas on va vues. prendre de Nathalie sur les achats. Est-ce qu'on est obligé de voter pour l'achat d'un ordinateur en réunion ou peut-on décider de l'achat entre délégués hors réunion? Ok, c'est une bonne question. Je vais essayer de pas déborder sur le timing du coup, parce que je peux partir une demi-heure sur cette question. Non, je vais essayer d'être concis. Euh, Toutes les dépenses, alors, je repars de la base. Toutes les dépenses engagées par un CSE doivent être validées par la majorité des élus. Alors, ça fait un peu peur hein, quand je le dis comme ça. Si vous achetez un stylo à 1 euro, ça doit être validé par les élus en séance plénière. Vous imaginez la complexité pour faire valider toutes les dépenses. Pour éviter ça, moi, ce que je préconise, 2 choses. La mise en place d'un budget qui est voté en séance plénière. Et à ce moment-là, on prévoit dans le règlement intérieur que secrétaire, trésorier, les membres du bureau peuvent engager des dépenses sans demander l'avis de la réunion plénière à chaque fois dans le cadre du budget. On a voté un budget qui alloue 500 euros par exemple pour acheter un ordinateur. Dans ce cas-là, le secrétaire pourra acheter l'ordinateur comme il le veut tant qu'il reste dans le budget déterminé en réunion plénière. Première chose. Deuxième chose, pour ne pas mettre trop de complexité dans votre fonctionnement, dans le règlement intérieur, préciser des plafonds de dépenses autorisés pour chaque type de poste. Le secrétaire, par exemple, peut dépenser jusqu'à 1000 euros sans l'accord de qui que ce soit. Voilà. Le trésorier peut dépenser jusqu'à 500 euros sans l'accord de qui que ce soit. Et pour toutes les dépenses exceptionnelles entre 1000 et 2000 euros, il faudra une double validation du secrétaire et du trésorier pour engager une dépense sans que ce soit validé par une réunion plénière. Voilà, ces règles, c'est une bonne pratique aussi, et ça permet de fluidifier un petit peu le fonctionnement du CSE et d'éviter de passer toutes les demandes de dépenses en réunion plénière, qui est quand même assez lourde, puisque si vous avez des réunions tous les 2 mois, c'est un peu compliqué. C'était très concis, Steve. J'ai essayé.
Et Christelle Moquereau, donc il n'y a pas de taux prédéfini pour les activités sociales et culturelles. Ça, c'est une contribution de l'employeur, donc c'est contractuel. C'est à vous de le négocier avec lui. Parfait. Bon, eh bien, super. Merci beaucoup, Steve, en tout cas, Je t'en prie. d'avoir répondu à toutes ces questions. Je rappelle à nos participants, n'hésitez pas je vais laisser le chat ouvert pendant 5 minutes pour vous permettre de poser des questions s'il y en a qui vous viennent après. Le petit document récap, les replays qui seront disponibles sur notre page LinkedIn et sur votre email. De plus, un petit questionnaire de satisfaction que vous recevrez et que je vous invite à remplir pour nous aider à nous améliorer au quotidien et à répondre au maximum à vos attentes sur ces webinars. Je vous remets le petit programme, mais aujourd'hui, bon, il en reste plus qu'un. C'est l'optimisation de la gestion des chèques à NCV. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, il y a encore de la place. Sinon, je vous remercie encore pour votre participation. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions avec Steve. Et vos questions seront aussi le point de départ de la réflexion des prochains sujets qui seront présents lors de la prochaine journée du CSE. Il est midi, donc c'est parfait. Je vous souhaite un très bon déjeuner à tous et à très bientôt sur cette journée du CSE. Au revoir Steve, D'accord, salut. Romain, bon appétit, salut. Merci.